tous et bienvenue sur Du Cappuccino et des livres, un podcast dédié à la lecture, aux livres qui nous accompagnent, nous bouleversent ou nous font rêver le temps d'un cappuccino. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Comme vous avez déjà dû vous en rendre compte, j'ai décidé cette année de modifier légèrement la façon dont les épisodes sont tournés. Mais c'est très très léger. Et je vais, du coup, chacune de mes chroniques va être divisée en plusieurs épisodes. Comme ça, c'est plus... je trouve ça plus sympa. Ça fera des épisodes un petit peu plus courts parce que je suppose que plus le temps passait l'année dernière, plus mes chroniques de lecture devaient être vraiment très 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 longues vu le nombre de lectures que j'ai fait. Mais bon, du coup, cette année, on va faire un petit peu autrement et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, nous allons donc dans cet épisode parler du bilan de mes lectures du mois de janvier 2026. Alors ce mois-ci, j'ai écouté et lu 9 livres et je vais vous en parler maintenant. Alors, ma première lecture c'est plutôt la première écoute, c'est porté sur le tome 1 de la série The Dagger and the Flame de Catherine Doyle, publiée chez Bayard Jeunesse en version papier et sur Audible, en tout cas moi je l'ai écouté sur Audible en version audio. C'est une fantasy young adulte dont je vais vous faire le résumé. Alors, à Fantasma, la magie de l'ombre est un don rare et mortel, contrôlé par 2 guildes ennemies, les capes et les dagues, les voleurs et les assassins. La nuit du meurtre de sa mère, Séraphine, 17 ans, s'enfuit pour sauver sa vie. Cherchant un refuge chez les capes, la jeune femme ne pense qu'à se venger, mais rien ne peut préparer Séra à sa rencontre avec Ransom, l'héritier de l'ordre des dagues, envoyé pour la tuer. Le jeune homme est quant à lui stupéfait de découvrir que cette femme sans prétention manie une magie flamboyante qu'il n'a jamais vue auparavant. Alors que les guildes s'affrontent pour contrôler le monde souterrain de Fantasma, menacé par l'apparition de monstres entièrement faits d'ombre, Séra et Ransom sont costumés par l'attraction de leur magie et la terrible vengeance qui ne cesse de les rapprocher. Alors pour mon avis, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce premier tome de The Dagger and the Flame. C'est une très bonne lecture, portée par des personnages attachants et un univers riche, solidement ancré dans une histoire avec un grand H, une légende qui a construit leur monde tel qu'il est aujourd'hui. L'autrice développe un univers fascinant, marqué par une opposition forte entre deux frères ayant choisi des camps radicalement différents, les dagues, les assassins au service du roi, et les capes, des voleurs d'élite organisés et redoutables. Dans ce récit, nous suivons Ransom, une dague, et Séraphina, une jeune fille contrainte de trouver refuge chez les capes après l'assassinat de sa mère par les dagues. Autant dire que tous les ingrédients sont réunis pour une romance impossible. On se retrouve clairement dans une dynamique de Roméo et Juliette version fantasy, et c'est à la fois plaisant et bien maîtrisé. Dans ce tome 1, l'histoire se concentre surtout sur leurs échanges, leurs confrontations et la naissance progressive de sentiments évidents qui vont les pousser à remettre en question leurs certitudes, leur passé, leur présent et même leur futur. Tous deux sont prisonniers d'un destin qu'ils n'ont pas choisi et cela rend leur parcours d'autant plus touchant. On s'attache rapidement à Ransom et Séraphina, mais aussi aux personnages secondaires, tous très bien construits, intenses et mémorables, en tout cas à mon avis. Chacun apporte quelque chose à l'histoire et enrichit l'univers. En parallèle de leur quête personnelle, les personnages doivent faire face à une menace bien plus grande. La ville de Fantasma est envahie du jour au lendemain par des monstres d'ombre assoiffés de sang, qui sèment le chaos et des cadavres derrière leur sillage. Personne n'est à l'abri. Si leurs objectifs divergent, un but commun les unit malgré tout, protéger la ville qui les a vus grandir. En résumé, si vous aimez les enemies to lovers, les ennemis qui vont vers les amoureux, qui prennent le temps de se construire et ne se concluent pas forcément dès le tome 1, les univers riches, immersifs, ainsi qu'une magie fondée sur l'ombre et la lumière, alors The Dagger and the Flame est fait pour vous. Ma deuxième lecture a été un service de presse que j'ai reçu de la part,
grâce à Annette Gallet. C'est le tome 1 de la série La brume sous les tours, les flammes illusoires de Sandy Bizozero, publié chez Gulfstream Editor. C'est un roman de fantasy. Alors, pour le résumer, lorsqu'Althea, la reine du royaume d'Algard, congédie son illusionniste, Effet ne pense qu'à la remplacer afin d'être enfin reconnue officiellement par la gardienne des tours, dont elle est la fille secrète. Mais le poste est aussi convoité par une brillante étudiante, sa meilleure amie, Vive. Pour la contrer, Effet doit braver un interdit, plongé dans les dangereuses brumes d'irréalité. Pourtant, quand Vive lui avoue qu'elle a brisé ce tabou pour devenir la plus talentueuse des illusionnistes, Effet décide de s'y rendre à son tour, ignorant le danger. Dans ces brumes, en effet, les illusions sont si puissantes que nombre de ceux qui s'y sont risqués n'en sont jamais revenus. Alors après un début qui pose les bases du récit, les personnages, leur environnement et les règles du monde, nous découvrons une magie fondée sur l'illusion, à la fois originale et subtilement exploitée. L'histoire suit 3 amis de longue date qui apprennent à devenir les meilleurs illusionnistes possibles. 2 d'entre eux convoitent cependant le même poste prestigieux, celui d'illusionniste royal, comme l'indique le résumé. Et c'est là que le roman déploie toute sa force. Malgré leur amitié, la jalousie et la rivalité s'installent et deviennent le moteur du récit. Les protagonistes poursuivent parfois les mêmes objectifs, mais pour des raisons très différentes, ce qui rend l'intrigue particulièrement captivante. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour surpasser l'autre et mettre toutes les chances de leur côté ? Le roman questionne ainsi ce qui nous pousse à agir et montre que certaines décisions, même prises avec conviction, ne le sont pas toujours pour de bonnes raisons. Au-delà de cette rivalité, le récit explore également les tensions entre illusionnistes et humains dans ce monde. Ces oppositions nourrissent un climat de méfiance et conduisent nos héros à enquêter sur de mystérieuses disparitions. Chacun est persuadé d'agir pour le bien commun, chacun ayant de solides raisons de croire être dans le juste. Mais n'y aurait-il pas quelque chose de plus profond qui se joue en coulisses ? Laissez-vous donc emporter par ces conflits, ces oppositions et ces questionnements moraux. Qui a tort, qui a raison ? Et si au fond, tous agissaient simplement selon ce qu'ils estiment nécessaire ? Si vous aimez les histoires qui interrogent les motivations humaines et les zones grises entre le bien et le mal, ce premier tome devrait clairement vous plaire. Ma 3e lecture s'est portée sur Le Roi des Sylphes de David Brie, aux éditions Nathan Roman, dans la collection Cours Toujours. C'est un petit roman de fantasy de 55 pages, je crois, et dont voici le résumé. Le royaume des monts brumeux est de plus en plus menacé par les humains. La reine des Sylphes, craignant pour la vie de son fils de 15 ans, va chercher de l'aide auprès de son ancienne amante, la sylphide Joran, qui vit seule dans la forêt depuis leur séparation. Joran a pour mission d'escorter le jeune homme jusqu'au sanctuaire des Sylphes afin qu'il devienne immortel. Mais l'entreprise est risquée et le garçon, contre toute attente, rêve de rejoindre le monde des humains. Un condensé époustouflant et ultra efficace de tous les ingrédients de la fantaisie en un format court et accessible par un auteur talentueux des littératures de l'imaginaire. Voilà ce qui a marqué sur la 4e de couverture de ce petit, je crois que c'est une novella, 55 pages, oui. Alors, pour mon avis, en quelques pages seulement, David Brie parvient à nous embarquer dans une novella épique où de nombreux codes de la fantaisie sont convoqués avec justesse et efficacité. Le rythme est soutenu, on ne s'ennuie jamais, et l'auteur impressionne par la richesse de ses descriptions, très visuelles, qui nous donnent l'impression de vivre les scènes de l'intérieur. Même sur un format aussi court, on s'attache aux personnages et à leurs motivations, pourtant complexes et parfois lourdes de sens. J'ai réellement passé un très bon moment de lecture, porté par l'intensité du récit et la maîtrise de l'auteur. Mon avis est bref, à l'image du texte, mais j'espère transmettre en quelques mots tout l'enthousiasme que j'ai ressenti. Si vous avez une petite heure devant vous, que vous aimez la fantaisie et les récits qui vont droit à l'essentiel, Le Roi des Sylphes devrait clairement vous ravir. À noter également qu'une version audiobook est disponible avec cette édition. Il y a un QR code à l'intérieur du livre pour pouvoir, je crois, y avoir accès. Nathan Roman, collection Cours Toujours. Donc c'est cette édition-là. C'est une excellente façon, je pense, de découvrir également autrement cette histoire. Alors n'hésitez plus. Ma 4e lecture s'est portée sur le tome 1 de la série L'Empire d'écume, la fille aux éclats d'os, ou aux éclats d'eau, comme vous voulez, d'Andrea Stewart aux éditions Big Bang, qui est un roman de fantasy. Le résumé.
Dans un empire contrôlé par la magie d'os, Lynn, la fille de l'empereur, va devoir lutter pour réclamer son droit au trône. Sur toutes les îles de l'Empire, on prélève sur chaque enfant un éclat d'os derrière l'oreille lors d'un rituel trop souvent mortel. Depuis son palais, l'empereur utilise ces précieux fragments pour créer et contrôler de redoutables chimères animales, les concepts qui font régner la loi. Mais son autorité vacille et partout la révolte gronde. Sa fille Lynn a été privée de ses souvenirs par une étrange maladie et passe ses journées dans l'immense palais, plein de portes closes et de noirs secrets. Pour regagner l'estime de son père, elle décide de se lancer dans le périlleux apprentissage de la magie d'os, une magie qui a un prix. Alors que la révolution vient frapper aux portes du palais, Lynn devra décider jusqu'où elle peut aller pour reconquérir son héritage et sauver son peuple. Alors, pour mon avis, c'était une excellente lecture. Si vous voulez retrouver mon avis plus approfondi, n'hésitez pas à écouter l'épisode 13 du Book Club si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais vous faire un avis un peu plus concis que sur celui du Book Club. Ce premier tome m'a complètement embarqué et donné très envie de découvrir la suite de la trilogie. Andrea Stewart construit ici un empire en plein effondrement, miné par un système magique profondément injuste. Les éclats d'os prélevés sur des enfants servent à animer les concepts des créatures artificielles au prix de leur énergie vitale. Cette pratique au cœur du pouvoir impérial fait gronder le peuple et nourrit les mouvements de rébellion. L'histoire se déroule à travers 4 points de vue complémentaires qui permettent d'appréhender toute la complexité de cet univers insulaire. Fallu, fille du gouverneur, découvre la réalité sociale de son île et doit choisir comment se positionner face à l'injustice qu'elle a longtemps ignorée. Lynn, l'héritière de l'empereur, lutte pour prouver sa légitimité tout en cherchant à retrouver ses souvenirs perdus et qui pourraient remettre en cause tout ce qu'elle a toujours cru. Jovis, ancien marin devenu contrebandier, voit sa quête personnelle se transformer lorsqu'il commence à sauver des enfants promis aux tribus des éclats d'os. Et Sable, isolé sur une île mystérieuse, tente de comprendre un quotidien où la mémoire semble se dissoudre jour après jour. Ces 4 trajectoires dessinent un monde dense, immersif et profondément humain, où chaque personnage interroge sa place et ses convictions. Un premier tome riche, efficace et très prometteur qui donne envie de poursuivre l'aventure sans tarder. J'ai d'ailleurs les 2 derniers tomes, puisque c'est une trilogie, dans ma palle et j'ai hâte de pouvoir poursuivre ma lecture. Ma 5e lecture a été le tome 1 de la série Les Chroniques de Roman, Le Sanctuaire, de Ilona Andrews, publié chez Bookmark dans la collection Moonlight et que j'ai reçu en service de presse par l'intermédiaire de NetGalley, que je remercie chaudement pour tous les livres qui m'ont permis de découvrir de cette façon. Donc là, pour en revenir aux Chroniques de Roman, Le Sanctuaire de Ilona Andrews, nous sommes dans une urban fantasy. En résumé, c'est la saison des réjouissances et du carnage divin. Servir Tchernobog, le dieu de la destruction, des ténèbres et de la mort, n'a jamais été une sinécure, surtout pendant les fêtes. Roman est à court de lait de poule et un fichu esprit à manger son dernier biscuit. Il rêvait juste d'un peu de calme, mais quand un gamin ensanglanté débarque chez lui et le supplie de l'héberger, il lui ouvre sa porte sans hésiter. Et voilà que son jardin se retrouve envahi de mercenaires d'élite, de mages pyromanes et de prêtres fanatiques. Il croyait que Roman était une proie facile. Mauvaise pioche, c'est le Volve noir, prêtre d'un dieu terrible, et fouler son territoire revient à signer son arrêt de mort. Alors pour mon avis, je n'avais encore jamais lu Ilona Andrews, ni aucun roman situé dans l'univers de Kate Danaes. Pourtant, cette novella m'a tellement embarqué que je me verrais bien continuer l'exploration de ce monde. Dans le sanctuaire, on plonge directement au cœur de mythes, de légendes et de croyances slaves. On y suit un Volve noir, sorte de prêtre mage lié à des divinités païennes. Sans alourdir l'intrigue, les auteurs posent rapidement les bases. Les règles de leur monde, sa structure, la magie qui l'imprègne. L'immersion est immédiate, on a presque l'impression de regarder un épisode de série tant les descriptions sont visuelles. Même en tant que novice, je ne me suis jamais sentie perdue, bien au contraire, on se laisse porter et on savoure chaque événement de l'histoire.
Cette histoire, justement, alterne entre combat extérieur et lutte intérieure, aussi bien pour le héros que pour les autres personnages principaux. C'est une véritable quête de soi. Accepter ce que l'on est, ce que l'on ressent, et trouver la force d'aller de l'avant malgré un passé lourd, surtout à cette période de l'année où les réjouissances peinent à couvrir les blessures anciennes. La rencontre du héros avec Finn et sa sœur vient bouleverser une routine qu'il avait fini par accepter malgré lui. Grâce à eux, il ne se contente pas d'accepter son identité, il l'embrasse pleinement et affronte enfin ses démons. Si, comme moi, vous aimez les univers magiques, nourris de mythes, de personnages complexes, de récits initiatiques subtils, alors Le Sanctuaire devrait vous plaire. Ma 6e lecture s'est portée sur le tome 2 de la série Peau d'âme, Les Braises de la Reine d'Aude Ziegelmeyer, publié chez Gulfstream Éditeur. C'est un roman de fantaisie, une réécriture de contes. Je vous en avais déjà parlé en juin, puisque c'est la période où j'ai lu le tome 1. Donc je vais essayer de ne pas vous spoiler sur ce tome 2, ne vous inquiétez pas. Spoiler, pardon. Et je vais vous redonner le résumé du tome 1. Au cœur du royaume de Roncevaux se cache le Palais d'Or. Véritable écrin entouré d'une forêt surnaturelle, il renforce les 2 joyaux de son roi, un âne enchanté et la princesse Blanche d'Ivray. Cloîtrée derrière les murs dorés qui l'ont vu naître, Blanche passe ses journées, hantée par les souvenirs de sa défunte mère. Lorsque son père lui annonce son projet de se remarier à la suite du bal donné pour l'anniversaire de la jeune femme, celle-ci comprend qu'il a renoncé à faire d'elle son héritière. Le roi compte d'ailleurs profiter des festivités pour la présenter à Armand Meslay, le fils de sa plus grande rivale. Cette alliance pourrait empêcher la guerre qui s'annonce entre leurs royaumes. Blanche n'a que peu de temps si elle veut convaincre son père qu'elle est aussi sage que l'était sa mère et donc digne de lui succéder. Elle ne voit ni la folie qui embrase les yeux de ce dernier, ni l'adoration qui illumine le regard de celui que la cour surnomme le fou du roi. Rattrapée par les effroyables secrets que dissimule le souverain, la princesse d'Ivray est prête à tous les sacrifices pour échapper au piège implacable qui se referme sur elle, jusqu'à conclure un pacte magique. Or, dans une tour oubliée du palais, une fée enfermée depuis des années attend son heure, celle de la vengeance. Alors pour mon avis, comme je vous l'ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est quand même le dernier tome de la duologie. Je vais surtout vous partager un ressenti global sur cette duologie que j'ai adoré découvrir. Je lis rarement des réécritures de contes, contrairement à Amélia, l'une de mes partenaires du book club, mais l'histoire de cette princesse et du fou du roi a été l'un de mes coups de cœur de 2025. J'étais donc ravie de retrouver les personnages dans la suite de leurs aventures. Dans ce 2e opus, on avance doucement mais sûrement en apprenant toujours un peu plus sur chacun des personnages. Si le premier tome était celui de la rage et de la colère, celle née de ce qu'ils ont dû traverser, celle qui les a transformés, ce second tome se concentre davantage sur la quête de soi. Qui sont-ils réellement ? Qui peuvent-ils devenir ? Et surtout, qui accepteront-ils d'être ? Les personnages sont profonds, touchants et bien plus forts qu'ils ne le pensent. On voyage à leur côté, on découvre révélation après révélation, et le chemin est loin d'être simple. Mais tout finit par s'éclairer. Les liens, le passé, le présent et ce qui se joue entre les personnages comme entre les royaumes. Si, comme moi, vous avez envie de vous lancer dans la réécriture de contes, en tout cas pour la lecture de réécriture de contes, cette duologie est une excellente porte d'entrée. Vous ne serez pas déçus du voyage et vous pourriez même y prendre goût. Parce que, si j'ai bien compris la dernière page de ce tome, il y a un autre livre qui nous attend. Alors ce sera a priori pas avec les mêmes personnages, mais ce sera un autre conte transformé en une nouvelle histoire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 7e livre que j'ai lu sur ce mois de janvier 2026 déjà, c'est Yellow Feu Follet de Siècle Vaelban, publié à l'École des loisirs, que l'autrice m'a gentiment fait parvenir grâce à la maison d'édition. Et j'ai pu découvrir son roman jeunesse que je qualifierais aussi de réalisme magique, dont je vais vous donner le résumé tout de suite. Yellow, 12 ans, court plus vite que le vent, collectionne les noms de fleurs sauvages et sait parler aux esprits.
À bord de sa tiny house, avec ses parents et son vieux perroquet Coco, elle sillonne les routes en quête de paysages et de merveilles. Cet été-là, pourtant, quelque chose manque. Aubépin, son grand frère autrefois lumineux, est devenu une énigme. Vêtu de noir, le regard sombre, il s'est réfugié loin, dans la contrée des tristes esprits. Mais Yellow a un plan pour le ramener à elle. Avec sa joie de vivre inébranlable, ses sortilèges de feu follet et l'aide de Bel Esprit, son allié invisible, elle compte bien le faire sourire de nouveau. Alors, mon avis. Avec sa poésie et sa profondeur philosophique, l'autrice aborde avec délicatesse la santé mentale et le deuil. À travers un champ lexical riche en couleurs, Yellow nous plonge dans un univers de sensations, d'émotions, de douceur, mais aussi de vulnérabilité. Son bel esprit nous montre ce que la vie peut offrir et rappelle que même lorsque l'on traverse la contrée des tristes esprits, une lumière persiste toujours, quelque part. Et c'est magnifique. Ce roman sensibilise à des épreuves difficiles et met en lumière ce que chacun d'entre nous peut ressentir selon nos propres couleurs. J'ai versé des larmes, parfois de tristesse, parfois de soulagement, mais toujours avec une grande intensité. Ce récit jeunesse parvient à poser des mots sur des mots, M-A-U-X, des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, à mettre des couleurs sur des sentiments que jeunes et moins jeunes peuvent connaître. Il nous aide à avancer, à continuer de croire en la lumière qui se cache derrière les moments les plus sombres, et sa joie de vivre finit toujours par nous atteindre. Yellow est un personnage profondément touchant, jeune, mais doté d'une vieille âme qui lui permet de voir le monde différemment. C'est cette sensibilité unique qui lui donne la force de s'exprimer et d'aider ceux qu'elle aime, son frère, ses parents et les personnes autour d'elle. Alors si vous n'avez pas peur de ressentir, de vibrer, de laisser danser votre sensibilité, ou si vous avez simplement le besoin de découvrir toutes les couleurs que le monde peut offrir, alors ce livre est fait pour vous. Et merci à l'autrice de m'avoir fait confiance pour cette très belle lecture. Mon 8e livre du mois de janvier, c'était le tome 2 de la série Affronter la nuit, Embraser le jour. Donc ça, c'est le nom du tome 2. La série, c'est Affronter la nuit et Embraser le jour, de Marie Replin, publié chez PKJ. C'est un roman de fantasy. Donc, je vais vous redonner le tome 1 sans vous spoiler le tome 2. Vous inquiétez pas, et je vous donnerai mon avis général. Alors, le résumé du tome 1. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Oria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Oria, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylan Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Alors, pour mon avis, j'attendais ce dernier tome avec impatience, curieuse de découvrir enfin le fin mot de l'histoire, et je n'ai vraiment pas été déçue. Ce second volet a été une très chouette lecture et je suis ravie d'avoir pu clôturer une nouvelle série. On retrouve Liv, Rylan et leurs amis en pleine poursuite de leurs aventures. Les révélations de la fin du tome 1 les poussent à aller toujours plus loin, bien décidés à mettre au jour des vérités que les hauts gradés font tout pour étouffer. Forcément, chacun s'accroche à sa version et nos héros sont loin d'être au bout de leur peine, ce qui nous offre un rythme soutenu et 0 temps mort. La romance occupe aussi une place un peu plus importante que dans le tome 1, et même si ce n'est pas ce que je privilégie habituellement, j'ai trouvé quand même que l'autrice l'exploitait avec beaucoup de finesse. Cela ne gâche en rien la lecture, au contraire, la romance ajoute des enjeux supplémentaires à l'intrigue, même si elle ne constitue pas le cœur du récit. En bref, si vous avez aimé le tome 1, que vous souhaitez plus de romance et surtout plus de réponses, cette suite et fin devrait largement vous satisfaire. Et nous passons maintenant à la dernière lecture de ce mois de janvier, donc mon 9e livre lu. Donc, c'est le tome 1 de la série Elara d'Elysiane, le tournoi des alchimistes de Jupiter Phaeton,
qui est un roman publié en auto-édition. C'est un roman de fantasy. Alors, le résumé. Une compétition mortelle, des millions de spectateurs, une romance qui pourrait tout faire exploser. Il n'y a qu'une règle à l'Académie d'Alchimie. Tout a un prix. À Terralis, l'Académie d'Alchimie forme l'élite. Mais elle est aussi le centre d'un spectacle retransmis à des millions de spectateurs, le tournoi des alchimistes. Une compétition annuelle, féroce, filmée comme une télé-réalité où la moindre erreur peut coûter la vie. Elara n'a jamais rêvé de s'inscrire à l'Académie, encore moins de participer à ce tournoi ultra médiatisé, mais après la mort inexpliquée de son père, elle n'a pas le choix. Pour découvrir la vérité, elle doit exceller dans cette école élitiste. Ashar, hérité d'une prestigieuse lignée d'alchimistes, est tout ce qu'Elara méprise. Froid, arrogant, et peut-être lié à la disparition de son père. Pourtant, sous les projecteurs, leurs chemins ne cessent de se croiser. Et alors que le légendaire tournoi approche, ils se retrouvent tous deux contraints d'y participer. Ce qui semblait n'être qu'une compétition sans merci pourrait bien être la clé d'un complot plus vaste visant à déstabiliser tout le royaume. Mais en cherchant la vérité sous l'œil du public, Elara et Ashar ne vont-ils pas révéler des secrets bien plus dangereux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer? Et si le sort du royaume reposait entre leurs mains, avec des millions de témoins? Alors, pour mon avis, parce que le résumé, je viens de le faire. Alors, déjà, je voulais vous préciser que j'ai reçu ce livre suite à un concours organisé par l'autrice Jupiter Phaeton. Et j'ai eu l'immense chance, vraiment, je m'y attendais pas du tout, de pouvoir recevoir ce magnifique colis rempli de goodies aux couleurs de la maison Sombris. Si vous n'avez pas vu mon réel, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur Jess_Angel sur Instagram. Alors il y avait un set d'écriture avec une sorte de plume, un chouchou et un foulard de couleur violette comme les Sombris, un thé des murmures, un emploi du temps de l'Académie des alchimistes, un superbe sac à dos, une écharpe et surtout une splendide édition reliée du roman avec jaspage, cartes et de superbes ornements de chapitres. Autant dire qu'avec un tel écrin, je n'avais qu'une envie, me plonger dans l'histoire. Et quelle lecture! J'ai adoré. On y retrouve absolument tout ce que j'aime en fantaisie. Un monde riche et complexe, porté par une histoire avec un grand H, des mythes, des légendes, de la magie, des secrets, et une académie où les étudiants apprennent bien plus que de simples formules. Là, pour le coup, dans ce monde, ce sont des runes. À travers le regard d'Elara, on découvre peu à peu les rouages de l'Académie des alchimistes, mais aussi ses dangers, dans un contexte de rivalité entre factions, maisons, qui laisse derrière elle bien plus que de simples cicatrices. Elara est une héroïne profondément attachante. Elle va apprendre énormément de choses sur son père, mort dans des circonstances troubles, sur l'Académie elle-même, sur les menaces qui pèsent sur les étudiants, mais aussi sur elle. Car sa présence à l'Académie n'a qu'un seul objectif au départ, découvrir la vérité sur la mort de son père, qu'elle est convaincue avoir été assassinée. Mais très vite, les questions se multiplient. Que veut-elle réellement? Jusqu'où est-elle prête à aller pour survivre? Qui peut-elle vraiment croire? Doit-elle poursuivre cette quête à tout prix ou s'autoriser à vivre pour elle-même? Et surtout, participer au tournoi des alchimistes est-il un choix réfléchi? Ou une manière de marcher dans les pas d'un père qu'elle n'a pas assez connu et dont elle recherche désespérément les raisons de cet assassinat. L'histoire ne se limite pas à Elara, puisque nous suivons également Ashar, un personnage tout aussi important. Leur rencontre bouleverse profondément leur trajectoire respective, issus de maisons différentes. Donc Ashar est un Sombris et Elara est une Luminis. Leur relation et leur alliance pour survivre au tournoi est loin de faire l'unanimité. Les tensions sont constantes, les choix souvent impossibles, et c'est précisément ce qui rend le récit si captivant. Ashar évolue autant qu'Elara, s'ouvrant et se transformant à son contact, ce qui apporte une vraie profondeur émotionnelle au roman. Les enjeux, les risques, les secrets et les tensions sont omniprésents, au point qu'il est impossible de lâcher le livre. On s'attache autant aux personnages qu'à l'univers, et chaque chapitre donne envie d'enchaîner le suivant pour découvrir ce qui va se passer. Vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette série. Ce premier tome pose des bases solides et promet une suite encore plus intense. J'ai déjà terriblement hâte de lire le tome 2 et de poursuivre leurs aventures, tant ce début nous laisse entrevoir quelque chose de bien plus grand.
Et voilà, je vous ai fait un petit bilan des 9 lectures écoutes que j'ai eues sur ce mois de janvier 2026. Et comme on change un petit peu la formule, je décidais aussi de vous indiquer mes lectures en cours que j'ai débutées en ce 1er février 2026, jour de l'enregistrement de cet épisode. Alors, j'ai commencé par... je suis toujours en cours de lecture, donc que je commence par l'un ou par l'autre, c'est mon moment de lecture. Donc, nous avons le tome 1, Astradora, Les Veilleurs du Savoir, de Roman Clécy, publié chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom, que j'ai reçu en service de presse grâce à NetGalley, qui est un roman de fantasy. Alors, pour vous donner un peu le contexte, on est dans un monde où il existe une jeune femme, Amara, qui est une Astradora, qui est une personne très très spéciale avec des pouvoirs très très spéciaux qui pourraient tous les sauver s'il arrivait à un moment que leur monde subisse des désagréments. En gros, c'est ça. Et on y découvre, alors là j'en suis je crois au chapitre 4, donc j'en suis vraiment qu'au début, et là on commence à comprendre que pour une jeune fille de cet âge-là, c'est de très très grandes responsabilités et que forcément, comme toute jeune adulte ou grande adolescente, elle a envie de découvrir autre chose que ce qui l'attend de sa fonction. Donc du coup voilà, on en est à ce début-là, et j'ai eu qu'un seul chapitre sur le personnage masculin, donc pour le moment je peux pas trop vous en parler. Mais dans tous les cas, je vous en reparlerai dans mon bilan de lecture du mois de février. L'autre livre qui est en cours, c'est un livre audio qui a été publié par Telem et qui est en papier chez Dieu Saxus, si mes souvenirs sont bons. Et c'est également un service de presse que j'ai reçu par l'intermédiaire de NetGalley. Donc c'est le tome 1, La guerre du pavot, de R.F. Kuang. Alors, je sais que vous en avez entendu beaucoup parler, puis là j'en suis que au 2e chapitre. Alors par contre les chapitres sont très très longs. Le chapitre 2, je l'ai écouté en faisant mon ménage, et ça a duré 36 minutes, un petit peu plus de 36 minutes, donc c'est un bon chapitre. Mais là, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, on nous pose en fait tout le contexte autour de Rin, qui elle est, quelle est sa vie à l'instant du début, à l'instant T, au moment du début du roman. Et on comprend vite que cette jeune femme n'aime pas du tout la vie qu'elle mène. Elle a été adoptée par une famille plutôt dure et qui ferait du trafic de pavots tout en tenant une boutique d'apothicaire. Et ils sont pas franchement très tendres. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est passer le concours du kaiju pour entrer à l'académie militaire de son pays. Et on la voit se donner en fait corps et âme sur ces 2 premiers chapitres à l'étude des documents, des livres, des matières qui sont nécessaires au concours pour rentrer dans cette académie. Et on voit un peu aussi les enjeux qui se posent pour elle et qui la poussent toujours plus loin. Et voilà. Donc c'est les 2 premiers chapitres, on en est là. Bon, je vous en dirai bien entendu beaucoup plus lorsque je ferai mon bilan du mois de février. Et voilà, pour cet épisode, je vous ai présenté donc mon bilan lecture du mois de janvier 2026, où j'ai lu et découvert, lu et écouté 9 livres. Tous, effectivement, je suis en train de me dire, ça fait tous à peu près de la fantaisie. Oui, il n'y a pas de polar. Je n'ai lu que de la fantaisie ce mois-ci. Je me suis échappée. Ah si, il y a le livre de Siegva Elban qui n'est pas de la fantaisie, qui est de la jeunesse, réalisme magique, mais bon, qui reste un peu dans l'imaginaire. Donc voilà, je vous ai présenté mes 9 lectures, mes lectures en cours, et il est temps de conclure cet épisode du podcast. J'espère qu'il vous a plu.
qu'il a nourri votre curiosité et semé quelques idées de lecture à découvrir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, pensez à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode, à liker et à partager autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @jess_angel ou m'écrire si vous avez envie d'échanger, de poser des questions ou de me parler de vos lectures à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast en cliquant simplement sur s'abonner. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.